Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir les cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Bonjour Mastar, bonjour Michel. Bonsoir Bertram, merci pour ce 7e mois d'abonnement. Ah bah c'est bien, tout marche. C'était le premier, du coup, depuis que j'ai mis les nouvelles alertes. Du coup c'est bien, ça me permet de voir que ça marche, c'est bien. Voilà. Je sais pas quel temps vous avez, mais nous il fait chaud. Enfin bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, qu'est-ce qu'on a vu dans le monde du cinéma depuis le début de la semaine? Il y a William Friedkin qui est mort. Je sais pas si vous avez vu passer ça, le réalisateur de L'Exorciste, entre autres. Il est quand même surtout connu pour ça, Sorcerer. C'était un taré, hein, dans sa tête. C'était quand on avait fait la soirée sur L'Exorciste, où on avait fait venir quelqu'un qui était spécialiste de Friedkin. Quand il nous avait dit, mais non, il tournait une scène dans la chambre et les personnages autour. C'est sûr qu'il va continuer à hanter certains. Ouais. Euh, les, les, les acteurs je jouais pas assez bien la peur pour lui. Du coup, il a rien dit, il a décrété une pause. Il est parti dans sa loge. Il est revenu sur le plateau avant tout le monde et il a dit bon allez c'est bon on recommence. Sauf qu'entre-temps, il avait ramené un fusil chargé. Et au moment où les gens devaient avoir peur, il a tiré pour de vrai sans avoir prévenu personne. Ah bah là, ça a tellement bien marché que même les équipes techniques ont eu peur. Voilà. Il était un peu extrême, ce monsieur. C'est bon. Puis il y a quelque chose qui m'a fait rire aussi, c'est... Enfin, je sais pas que la mort de William Friedkin m'ait fait rire, mais... Ah bah oui, radical mais efficace. Là, c'est... Ils ont eu peur, c'est bon. Ils ont vu les impacts de balles juste à côté de leur tête. Ils se sont dit, bon... Ah non, mais il a vraiment tiré à côté des têtes des acteurs, tu vois. Les acteurs l'ont vu prendre le fusil, les mettre en joue et tirer à côté d'eux. Vraiment, tu vois, c'est... On en est à ce stade-là, quoi. Ouais, ouais, c'est... Maintenant, il pourrait plus faire ça. Et c'est pareil, dans Sorcerer, il y a eu des vrais accidents D'ailleurs, je crois que c'est son dernier film, Sorcerer. Il y a eu des vrais accidents, il y a eu limite des gens qui ont frôlé la mort. Hein. Sorcerer, c'est pour... C'était le remake de quel film français, je sais plus. Où ils transportent de la dynamite là dans un camion. Bah là, c'était la même chose, mais dans la jungle. Il y a eu des maladies, il y a eu un pont qui a moitié cassé, un camion qui a failli tomber dans un ravin avec les acteurs dedans. Ça aurait pas été drôle autrement. Voilà. Et oui, un petit truc qui m'a fait rire, c'est les Américains font encore des émules à travers le monde, puisque vous savez qu'il y a une grosse grève en ce moment aux États-Unis qui est menée par le syndicat. Alors, puissant, oui, mais c'est surtout parce que ça me fait rire à chaque fois qu'on entend parler de ça dans la presse française. Tous les grands acteurs, même les grands acteurs, viennent faire grève. Mais ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que si on veut jouer à Hollywood, il faut adhérer au syndicat. Et quand le syndicat dit vous faites grève et vous venez de temps en temps soutenir le mouvement, bah faut venir soutenir le mouvement. Voilà, c'est tout. Et donc c'est pour ça qu'il y a Bruce Willis qui est passé, il y a plein de monde qui est passé, on voit les photos régulièrement. Et du coup, c'est en Corée du Sud, les acteurs, ils ont dit s'il vous plaît, nous on va faire grève aussi contre Netflix et puis contre les géants de l'industrie du cinéma qui viennent tourner chez nous parce qu'on n'est pas assez payé. Voilà. Bon. En même temps, toujours demander, hein, tant qu'on y est dans la négociation, il y en a un de plus qui se rajoute, faut profiter, faut profiter.
Bon allez, ceci étant, on va attaquer les sorties de cette semaine. Avec un premier film, bon, c'est peut-être pas le meilleur, mais bon, il existe, hein, un Gran Turismo, dont on va regarder la bande-annonce. Je me mets en 1080 et c'est parti. Vous loupez votre trajectoire à l'écran, vous faites reset. Vous la loupez sur la piste, vous pouvez mourir. Yann, tu passes ton temps sur tes jeux vidéo à rêver de courses de voitures. Papa, tu nous dis toujours qu'on doit faire ce qu'on aime. Tu sais ce que ça coûte, ces voitures? Ouvre les yeux. C'est pas notre monde, mon fils. C'est quoi? Un concours. Les meilleurs joueurs de Gran Turismo du monde. Et une chance de courir en professionnel. T'es en train de me dire que tu vas recruter un gamin qui joue à des jeux vidéo dans sa chambre pour le sangler à bord d'un scud qui monte à plus de 300 à l'heure? Il va se faire massacrer. Ça marchera pas. Les pilotes sont des vrais athlètes. Tes petits jeunes sont des gamers maigrichons. C'est pour ça que t'es là. Allez, on se bouge! Wow. Ça doit être nouveau pour vous de vous servir de vos jambes. Wow. Pendant la course, la température dans le cockpit grimpe à 60 degrés. Les jets sont 2 fois supérieurs à ceux qu'un astronaute encaisse au décollage. Je vois rien! Hey! T'as un bonus pour ça dans tes jeux? Ça reste de la folie, mais de tous les geeks de canapé que tu m'as envoyés, c'est le meilleur. Tu l'es pris. Bienvenue dans la team Nissan. C'est quoi la suite? Bah c'est pro. Les autres pilotes vont pas te faire de cadeaux. Désolé. T'as un problème ou quoi? C'est le jeu, on appelle ça piloter. Vous loupez votre trajectoire à l'écran, vous faites reset. Vous la loupez sur la piste, vous pouvez mourir. Je connais ce circuit, j'ai couru dessus 1000 fois. Et un champion! Taking it higher, yeah. Ah mais oui, c'est tout à fait des bonnes idées, c'est grave. Puis il faut qu'ils en profitent, hein. C'est clair que là, en particulier, parce qu'il y a quand même beaucoup Netflix en Corée du Sud qui est visé. Et dans l'article, il disait que les tournages Netflix étaient payés 3 fois moins que les tournages, les autres tournages. Donc oui, c'est pas normal que Netflix se permette de faire ça. Ça là-dessus, ils ont entièrement raison. C'est pas moi qui vais les blâmer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Moi, il y a un truc qui m'intrigue, c'est que c'est marqué inspiré d'une histoire vraie. Un projet de longue date. Gran Turismo est un projet de film qui remonte à 2013. À ce moment, les producteurs de 50 nuances de Grey. Ah putain, c'est les mêmes. Dana Brunetti et Michael De Luca souhaitent superviser cette adaptation du célèbre jeu vidéo sur le grand écran. Bah écoute, j'espère qu'ils vont en parler, ouais. Produit par Kevin Spacey, le film trouve son scénariste en la personne d'Alexei, qui a fait Watchmen, et son réalisateur en celle de Joseph Kosinski, Tron l'héritage, Oblivion, Top Gun, Maverick. Ah ouais, quand même. Mais les choses ne se font pas. Il faut attendre 2022 pour que le projet se concrétise sous l'impulsion de Sony, avec Neil Blomkamp, qui avait réalisé District 9, très très beau film District 9, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Oh là, 2009, ah ouais, ça remonte déjà. Il était vraiment chouette, c'était un film d'anticipation qui était bien foutu. Donc il est derrière la caméra, qui est Jeanne Mardenborough. Le long métrage Gran Turismo est adapté de la série de jeux vidéo du même nom développée par Polyphony Digital, mais aussi inspiré de l'histoire du pilote automobile britannique Ian Mardenborough. À l'adolescence, ce dernier pratique constamment le jeu Gran Turismo pour se rapprocher de l'expérience d'un pilote de F1, mais il est convaincu qu'il ne connaîtra jamais la sensation de conduire lui-même une voiture de course jusqu'à ce qu'il participe à une compétition de Gran Turismo, un programme développé par Nissan et Sony
pour permettre à des pilotes virtuels de devenir de véritables pilotes dans l'espoir d'être sélectionnés dans l'équipe Nissan GT Academy. Ah ouais. Malgré les 90 000 concurrents participant à l'événement, Yann Mardenborough termine premier, une prouesse lui permettant de participer à une compétition au volant d'une voiture de course sur le circuit des 24 heures de Dubaï, où il finit 3e. Il devient alors pilote professionnel pour Nissan et participe à plusieurs courses, comme les 24 heures du Mans. Et ben, j'aurais jamais dit que ça pouvait se faire, parce que quand même, entre piloter derrière son ordinateur et piloter en vrai, il y a quand même une petite différence. Et par contre, il y a un truc qui m'a surpris aussi dans la bande-annonce, quand il dit vous prenez plus de G qu'un... Oui, on va acheter un vol. Non, mais non, je suis bien où je suis, moi je regarde les films, tu vois. Je crée pas l'histoire qui va faire le film derrière. Non. Ou ce sera pas dans une voiture de course. Non. Ouais, quand il dit qu'il prend plus de G qu'un astronaute. Quand même, une fusée. Ouais, disons que c'est au moment des accélérations, peut-être plutôt. Alors, qui pour le héros? Le héros est campé par Archie Madekwe, qu'on a vu... Alors, j'ai aucune idée de comment ça peut se prononcer, ça. L'enchaînement KWE. Vu entre autres dans la série ici ou dans des films comme Midsommar. Il explique au sujet de son personnage, il se sent piégé, il est enlisé dans une routine dans sa petite ville où les mêmes événements se répètent tous les jours. Le héros, oui. Mais il est animé... Bah, il gagne la course. Puis certainement qu'en plus, il doit gagner le cœur d'une jeune demoiselle. C'est le héros. C'est le héros des temps modernes, le chevalier des temps modernes. Et par le désir de se hisser au-dessus de sa condition. Il est obnubilé par les voitures, il est fou de Gran Turismo. La seule chose dont il rêve, c'est de devenir pilote. Mais c'est un monde qui lui a toujours été inaccessible, jusqu'à ce qu'une occasion se présente. On lui propose de vivre une expérience consistant à former des joueurs pour qu'ils deviennent de véritables pilotes de course. Une voiture témoin aménagée. Pour les scènes qui se déroulent dans l'habitacle de voitures lancées à toute vitesse, les techniciens ont créé une voiture témoin aménagée. Les manettes des voitures de course y ont été modifiées pour pouvoir fonctionner en actionnant des commandes placées sur le toit du véhicule, à partir duquel un cascadeur conduisait. Oh là là. L'acteur pouvait ainsi jouer son rôle depuis le siège habituel du conducteur tout en maniant en volant un levier de vitesse et des pédales factices. Ça, j'aimerais pas. Déjà, je me rappelle quand j'ai passé le permis, au début, on fait que tourner le volant. C'est l'instructeur qui passe les vitesses, qui accélère et tout. J'aimais pas ça parce que t'as pas vraiment le contrôle. Alors là, t'as pas du tout le contrôle. Alors, on dit pas trop à quelle vitesse ils vont. Mais là, t'as pas le contrôle du tout. Et t'imagines que t'es à 250 et que tu fais ton virage et tout. Ouh, que j'aimerais pas. La production a par ailleurs dû réunir la flotte de voitures dont chaque véhicule devait figurer en 3 exemplaires. Une voiture principale dont la caméra pouvait s'approcher au plus près et conduite par un pilote cascadeur, une voiture de rechange en cas d'accident, et une voiture témoin aménagée. Ah ouais. De nombreux modèles. Nissan GT-R, Nismo GT3, Lamborghini Huracan, Corvette C8, Audi R8, Ferrari 488, Porsche 911, McLaren 720, BMW M6, Aston Martin, Vantage V8, Lexus, Chevrolet Camaro, Ford Mustang, Ford GT, et ensuite Ligier JS PX, P320, P2 et Norma M30. Comme certains véhicules existent en double, bah non, c'est en triple. Il y avait au total 22 voitures principales et 65 au total dans le parc automobile. Et là, c'est curieux, hein, mais toutes ces marques-là, là, je suis sûr qu'ils n'ont pas prêté les voitures. Parce que quand tu commences à dire, bon les gars, il me faut 3 voitures. Une voiture où on va poser une caméra dessus, bon ça, à la limite, pourquoi pas. Une voiture de rechange en cas d'accident. Déjà, la marque, elle te regarde, elle dit, ouais, bon, déjà, vous prévoyez des accidents, comment vous dire, bon,
et une troisième qu'on va complètement désintégrer et aménager pour faire tourner l'acteur. Au prix des bagnoles, pas sûr qu'ils aient prêté leur bagnole. Hein. Pas sûr. J'ai un doute. Réunir ces voitures n'est que le début de l'aventure, comme l'explique le producteur exécutif Matt Hirsch. Ces voitures ne sont pas comme des véhicules banals qu'on peut sortir et conduire quelques heures. Ce sont des engins qui nécessitent un entretien constant. On a donc dû réunir une équipe de mécaniciens et de techniciens, d'informaticiens, de talents capables de gérer ces voitures au quotidien et de faire en sorte qu'elles puissent rouler. Ouais, en gros, ils ont monté une équipe de circuit automobile, quoi. Au total, ces équipes étaient constituées de près de 500 personnes qui voyageaient en fonction des lieux de tournage: Budapest, Allemagne, Autriche, Slovaquie, Dubaï ou encore Tokyo. Ah ouais, quand même, hein. Il y a du budget pour le film, là. Les véhicules du film ont été conduits par des cascadeurs encadrés par le véritable Jan Mardenborough. Ce dernier assure aussi la doublure cascade d'Archie Madeke. L'envergure des pilotes cascadeurs qu'on a réussi à réunir pour ce film est proprement extraordinaire. Ah ouais, il joue dans le film qui raconte sa vie, c'est quand même pas mal ça. Certains sont d'authentiques pilotes de course en activité, d'autres sont des conducteurs cascadeurs qui sont dans le métier depuis plus de 40 ans. Je pense que pour ces gens, la perspective de piloter de vraies voitures de course sur 6 véritables circuits de compétition était vraiment trop belle pour qu'ils la laissent passer. Tu m'étonnes. Le chef décorateur Martin Wist a transformé le Hungaroring, un célèbre parcours de Formule 1 situé à 18 km au nord-est de Budapest, en circuit des 24 heures du Mans. Il y a un endroit où est recensé l'impact carbone à... je sais pas. Alors, je sais par contre, ça c'est une info qui est parue au début de l'été, que Paris... où quand tu tournes dans les extérieurs de Paris, c'est gratuit, donc il y a beaucoup de tournages qui se font à Paris. Et ils ont dit, bon, on va pas le mettre payant, je crois que c'est une des seules villes, peut-être la seule ville au monde, où il est gratuit de tourner dans l'espace public. Ils ont dit que, bon là, ça commence à faire beaucoup de films qui se tournaient à Paris, et en particulier des films comme... le dernier John Wick, où il y a une scène des scènes de course-poursuite dans Paris qui sont impressionnantes à voir, mais où l'impact carbone est bon. Et donc ils ont commencé à limiter les films, c'est toujours compliqué cet impact carbone. Ils ont commencé à vouloir limiter en disant il faudrait que les équipes de tournage et les productions pensent à verdir leur manière de faire. Mais ce qu'il y a, c'est que dans le même temps, ils peuvent faire, par exemple, refaire les 24 heures du Mans sur un circuit situé à Budapest, mais tant que derrière, ils vont planter des arbres, et tu vois, l'impact carbone, c'est compliqué, je trouve. Des drones FPV. Pour restituer l'intensité de la course, Nel Blomkamp a eu recours à des drones FPV à vision subjective. Ils ne peuvent pas dire ça tout simplement. Les courses de drones se servent de ce dispositif et c'est de là que vient l'inspiration. Mais heureusement pour nous, ils n'ont pas été beaucoup utilisés dans le domaine de la course automobile jusqu'à présent. Nos drones nous donnent le point de vue immersif le plus sensoriel qu'il soit possible d'imaginer. Ce qui me plaît, c'est quand une caméra à un niveau proche du sol est fixée sur un support télécommandé à l'avant d'un véhicule lancé à toute allure dans une course-poursuite. En gros, il s'agit d'un véhicule de tournage qui tente de battre les voitures principales, qui les prend de vitesse. Et comme on est à seulement quelques centimètres du sol, la sensation de vitesse est très bien rendue. Bah, ça, oui. Bon, bah, j'ai essayé parce qu'ils ne parlent pas du budget. On va essayer de chercher le budget pour voir. Pour être crédible dans son personnage, Archie Archie, on va dire Archie, a dû apprendre à simuler la conduite et être en mesure de participer réellement au jeu Gran Turismo. L'acteur se rappelle, il fallait que je sois vraiment bon à ce jeu pour tourner les scènes dans le café avec les consoles. On s'est entraîné à jouer contre l'IA, ce qui était difficile, et il fallait que je gagne. C'était impressionnant parce que je savais qu'il fallait beaucoup d'entraînement et de talent pour être bon à ces jeux. Pour s'améliorer, Archie a été entraîné par David Perel qui, comme Mardenborough,
a été pilote sur simulateur et fait partie désormais de l'équipe Ferrari. Archie ajoute « PlayStation m'a envoyé un simulateur, un siège, un volant et des pédales. Et dès que j'ai achevé mon tournage précédent, j'ai dû m'entraîner encore et encore. S'initier à conduire sur un circuit exige beaucoup de compétences. Il faut apprendre les lignes de course, les virages et sentir les freins. Dès qu'on se fait la main, il faut répéter les gestes encore et encore. Tout cela m'a inspiré une immense admiration et beaucoup de respect pour les pilotes, parce que les exploits qu'ils accomplissent dans les circonstances qui sont les leurs sont délirants. » Effectivement. Alors, qu'est-ce que je voulais regarder si on avait une notion de budget sur ce film. Mais après, c'est vrai que bon, faut être lucide là-dessus. L'industrie du cinéma est pas du tout verte. Hein. Budget Gran Turismo film. Parce que là, j'ai le budget de développement. « 220 millions de dollars. » Déjà. Bah, on y réfléchit à tous les niveaux. Bah déjà, rien que les bagnoles, t'imagines. Donc ouais, 220 millions de dollars, par contre, les bagnoles ont certainement été prêtées. Malgré tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est entièrement dépendant de l'électricité. Gran Turismo film. Impact. Comment on dit? Bilan carbone. On va voir si on a quelque chose là-dessus. Peut-être pas. Hein. Je sais pas si... Alors, films et séries vont bientôt devoir fournir le bilan de carbone de leur tournage. Le Centre national du cinéma et de l'image conditionnera l'attribution de ces subventions aux seuls projets qui auront estimé leurs émissions de CO2. Oh non, mais t'inquiète pas, hein, c'est... Mais tu vois, c'est... La mesure entrera le 1er janvier 2024. Ah, 1er janvier 2024. Donc à partir de l'an prochain, les aides pour faire les films seront conditionnées aux émissions de CO2. Aux seuls projets qui auront estimé leurs émissions de CO2, l'obligation sera étendue dans un deuxième temps aux œuvres d'animation immersive et aux jeux vidéo. Donc tu vois, il y a des actions qui sont faites. Et après, c'est vrai que même nous, tu vois, on y réfléchit dans les cinémas, mais bah alors on fait attention à tout. Hein. Quand il n'y a personne, on éteint la salle, on éteint le projecteur et tout. Mais c'est vrai qu'on est dépendant de l'électricité. Ça, c'est un fait. On va pas revenir à la lampe à charbon. Ça, je t'assure que non. Allez, film suivant, grand film. Là, les deux premiers, j'ai mis le niveau. Entre Gran Turismo et veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. On regarde la bande-annonce quand même, hein. Mais préparez-vous. Hein. Asseyez-vous bien, débranchez le cerveau, je vous laisse 2 minutes. Limite, sortez le cerveau, remettez-le après. Parce que là, il y a du lourd. Hein. Attention, mesdames et messieurs, Bonjour, Xivalba, comment vas-tu? Effectivement, ouais, faut clairement se mouiller la nuque, là. Hein. C'est compliqué, ce film. C'est compliqué, ce film. Alors, moi, la grande question que j'ai, c'est pourquoi il y a Elsa Zilberstein qui choisit d'habitude plutôt bien ses rôles. Monsieur Camisarium, bonjour. Merci. Ah, pourquoi tu resubs sur cette merde? Alors, j'ai toujours pas trouvé le moyen de vous faire lire les dont les malfrats parlent à leurs gosses le soir. Fais gaffe si tu balances messages de sub, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais j'ai travaillé sur d'autres choses. J'espère que tu vas bien.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Je me suis demandé pourquoi Elsa, mais pareil pour Philippe Duquesne. Oui, quasiment tous les acteurs, parce que Artus en soi, c'est pas forcément un mauvais acteur, et il y a quand même quelques rôles où il était plutôt bien, tu vois. T'as envie de dire même pourquoi le film existe. Mais en même temps, il y a des indices qui ne trompent pas. Au début, il y avait marqué TF1 Production. Je vous le refais en grand. TF1 Production, généralement, ça tire à balles réelles. Oui, bah oui, c'est à un moment, il faut dire les choses. Une actrice, 18 rôles. Il y a environ 2 ans, des producteurs ont envoyé à Olivier Van Oostad le scénario écrit par Frédéric Jury. Le TGV roule aussi, deuxième indice. En lui proposant de se l'approprier comme bon lui semblait. Le réalisateur... Ce serait du coup intéressant de voir le scénario original. Le réalisateur a alors fait appel à une amie comédienne à qui il a demandé d'apprendre les 18 rôles. Ah bon? Elle s'est rendue chez lui à Bruxelles et a interprété tous les personnages, ce qui m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que je fasse un gros travail de réécriture. Par exemple, dans la version initiale, le personnage du conducteur du train n'existait pas. Ensuite, j'ai retravaillé le script avec tous les acteurs, l'assistant réalisateur, les principaux chefs de poste. Je voulais faire un film qui décoiffe. Mais je serais quand même curieux de voir le scénario original de base. Ça se trouve, il était peut-être bien, hein. Pas de limite. Oui, on l'a bien senti aussi, le pas de limite, là. Le réalisateur ne voulait s'imposer aucune limite quant à l'humour du film. Il tourne ainsi autant en dérision les policiers qui se comportent comme des cow-boys que les militants écologistes. Je pense que tout le monde aime la nature, la mer, les plages sans canette de coca ou paquet de chips à s'abandonner. Mais je n'aime pas trop le côté trop donneur de leçons de certains militants. Il y a des situations parfaitement assumées qui n'ont rien de vraisemblable, car j'aime bien le côté surréaliste, un peu belge de cette forme d'humour. Évidemment, il y en aura toujours pour me dire que ce n'est pas crédible, mais sincèrement, ce n'est pas grave. Laissez l'humour belge aux Belges. Eux savent faire, nous non. Et ça se sent rien que dans la bande-annonce. Il s'agit d'aimer la nature, mais sans militer pour. Oui, voilà, c'est ça. En gros, il dit, bon, ça va, quoi. Aller manifester à Sainte-Soline, là, parce que on va faire une réserve d'eau, bon, ça suffit. Alors, vraiment, ils ont des très très bonnes comédies, les Belges. Le casting. Olivier Van Oostad a constitué entièrement le casting, car aucun acteur n'était rattaché au projet quand il a reçu le scénario. Ah ouais, non mais c'est la chaleur, ça, Calou, ça me... Ouais, c'est la chaleur. Le fait qu'hier soir, j'ai eu une coupure électrique, un ensemble... Il y a tout un ensemble, là, qui font que... Plus une tour qui est en démolition depuis je sais pas combien de temps, ils te foutent un barouf. Pas possible. Enfin bon. J'en étais où quand il a reçu le scénario? Je savais qu'Artus voulait qu'on tourne un film ensemble et je crois fort en lui. C'est la première rencontre que j'ai faite pour le film et je n'ai pas été déçu. Pour Madeleine, quand on a proposé le rôle à Elsa Zilberstein, elle nous a dit oui en 1h30. Ah bah, au final, ils vont la dynamiter, donc c'est bon, ils ont prévu, mais c'est pour le 26 novembre. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils la fragilisent. Je vous mettrai des photos sur Discord. Parce que là, ils sont en train de la fragiliser. Du coup, ils sont en train de péter des trucs de partout. Bouh, c'est un bordel. L'énergie qu'elle a déployée pour développer le personnage était extraordinaire. Elle a su s'adapter à toutes les situations et improviser, comme par exemple dans la scène avec les singes. Quant à Sarah Succo, qui joue la responsable des personnes en situation de handicap, j'ai envie de la prendre dans tous mes films. Mais oui, après on sait que Dextram est un spécialiste de la dynamite. Une actrice déchaînée. Le réalisateur affirme qu'Elsa Zilberstein, dans le rôle de Madeleine, s'est montrée sous un nouveau jour dans ce film. Même si elle a tourné dans des dizaines de films, on ne l'a jamais vue comme cela.
Il y aura d'ailleurs dans les bonus du DVD des scènes qui dépassent toute limite et que je n'ai pas voulu montrer dans le film. C'est peut-être ça qui manque finalement. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que lorsque son père a vu le film, il m'a dit c'est un feu d'artifice. Bon. Un tournage à la pointe de la technologie. Attention. Le film n'a pas été tourné dans un véritable train, mais en studio. Bah heureusement, en même temps, s'il avait fallu payer le train en plus. Avec des murs LED de 7 mètres de haut sur 40 mètres de long. C'est si triste ces commentaires, je suis d'accord. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup plus, quoi. Tu vois, c'est... Qui renvoyait des images et donnait l'illusion d'être en décor réel. Cette technologie de pointe utilisée sur The Mandalorian et loin du périph' est une alternative au fond vert. L'équipe n'avait jamais expérimenté ce système et s'inquiétait un peu au départ, mais en une matinée de répétition, on en a compris le fonctionnement. En même temps, t'es dans une pièce où c'est que des... Enfin bon, oui, c'est quand même pas très très dur. Elsa a été épatée par ce dispositif, c'était complètement fou et génial. Ce n'était pas forcément évident d'être enfermé dans ce train car c'était un peu claustrophobique et que cela donnait la nausée avec ces murs qui défilaient, mais ce dispositif offrait une réalité intéressante. C'est beaucoup plus réaliste que les fonds verts. Ça, par contre, oui, je suis d'accord que la technologie est assez intéressante. C'était dans sur quelle chaîne où j'avais vu un truc un peu similaire c'est Mister MV, je crois, sur Game of Roll. Je sais plus si c'était à la fin de la saison 5. Ils avaient loué un truc comme... Enfin, ils avaient eu un partenariat pour jouer dans un truc comme ça et on les voyait évoluer dans un univers, quoi. C'était assez chouette. Donc c'est vrai que c'est bien. Alors des murs LED, oui, bon. Enfin bon, voilà, c'est... Normalement, je crois qu'on a fini un peu avec les films un peu... Voilà. Le prochain, déjà, va être beaucoup plus intéressant. La Voie Royale. On change d'ambiance, là, on n'est plus dans la comédie. On regarde la bande-annonce tout de suite. Tu te casses déjà? Je vais en cours. Sophie? Le coefficient binomial K parmi N vaut 0,1365. Ah, très bien. T'as jeté un œil au prépa MPSI? Si on se mettait à rêver. Si ma fille fait un IUT d'agro à Roanne, je vois où ça l'amène. Mais si elle part d'ici pour faire plein d'autres choses, là, comme vous dites, je vois moins bien. Qu'est-ce que c'est grand? Oh ben, je vais pleurer. Et ce que vous allez accomplir dans ce lycée, vous le capitalisez pour la vie. On vous aura certainement annoncé toutes sortes d'horreurs sur les prépas. Rassurez-vous, c'est pas si terrible. Comptez 70 heures par semaine, pas de trêve durant les week-ends. Non, c'est pas possible, là. Vous faites exprès? Vous avez bossé mon cours? Je tiens pas une crèche, moi, mademoiselle Vasseur. Mais tu peux pas comprendre que les concours, c'est pas fait pour tout le monde, toi? L'année passée, je photographiais le problème, j'avais la solution directe. Là, je fais 150 bornes et c'est à peine si je comprends les énoncés, je comprends rien. Si tu veux, on fait équipe. Fois V plus K sur M fois X égale la force sur M cosinus oméga T. Ça y est, tu vas avoir ton premier orgasme scientifique. Manque jamais ton bled? Mon bled, j'hallucine. Il y a tous les profils dans votre lycée. Vous voulez dire que je représente la diversité? Θ point plus oméga carré sinus θ égale 0. Bon, ça va? Bravo. Vous avez un peu réfléchi à l'école où vous aimeriez aller? Plus fort, mademoiselle, on vous entend pas. Je veux l'X, Polytechnique, même si je suis pas premier violon. J'avais dit on change d'ambiance là. Hein. Bon, le film est plus intéressant. Et c'est là que je me dis quand je vois ce type de film que je suis bien content de ne pas avoir été dans des écoles comme ça parce que c'est juste horrible. Et j'ai trouvé une petite vidéo qui est liée au film que j'ai trouvé intéressante. On la regarde tout de suite. Vous connaissez sûrement les classes préparatoires, MPSI, ECG ou Hippocagne. Ces cursus permettent de préparer les concours d'entrée dans les grandes écoles. Dans le film La Voie Royale, le réalisateur Frédéric Mermoux vous fait entrer dans cet univers bien à part dans lequel être une fille, venir d'un milieu défavorisé et arriver de la campagne est loin d'être un atout. T'as jeté un œil au prépa MPSI? L'IUT, ça me va.
Sophie, t'as un don en maths. Faut en faire quelque chose. Un IUT, c'est bien, mais une prépa MPSI, Ça ouvre le champ des possibles, tu comprends? Dans La Voie royale, Sophie intègre une classe préparatoire scientifique. L'objectif, intégrer la plus prestigieuse école d'ingénieurs de France, Polytechnique. Chaque année, près de 5000 candidats se présentent au concours d'entrée à Polytechnique pour moins de 400 places. Au cours de l'année 2022-2023, les filles ne représentent que 30% des inscrits en classe préparatoire scientifique. Cette sous-représentation des filles se reflète dans les écoles d'ingénieurs où le taux de féminisation stagne. Depuis 2013, seuls 28% de femmes sont inscrites dans des formations en ingénierie. En termes de mixité sociale, le constat est encore plus lourd. Dans les grandes écoles les plus sélectives, la proportion d'étudiants issus de catégories socio-professionnelles très favorisées atteint près de 80%. Dans La Voie royale, Sophie réalise que son rêve, intégrer Polytechnique, représente plus qu'un concours, un vrai défi d'ascension sociale. Bonsoir Zeros, comment vas-tu? Et oui, quel enfer, les prépas comme ça, là. Bouh! Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Un récit d'apprentissage. Dans ses premiers courts-métrages, Frédéric Mermoux avait déjà abordé le récit d'apprentissage. Ainsi, l'escalier évoquait les premiers émois amoureux d'une jeune fille. Le réalisateur avait également exploré ce sillon dans Complice, son premier long, un polar qui entremêle deux lignes narratives, dont une qui raconte l'histoire d'une lycéenne tombant amoureuse d'un prostitué. Et il y a plusieurs années, j'avais dit à Tony Marshall, qui était ma productrice, que je désirais refaire un film sur ce moment clé, où l'on devient acteur de sa vie et doit faire des choix. Des choix qui impactent notre vie amoureuse, nos études, notre engagement politique. Ce moment où tout d'un coup on décide qui on veut devenir, sans être complètement sûr d'être sur la bonne voie. Tony venait juste de lire un scénario d'Auton Likernik qui se déroulait dans les classes prépa scientifiques, ce qui m'intéressait d'autant plus que cela avait été peu filmé, nous l'avons retravaillé ensemble. Alors, est-ce que c'est des choix d'études qui... Moi, je trouve que c'est des choix d'études qui aident à faire devenir qui on veut, mais qui formatent pour faire devenir qui on veut. Et le film, je trouve, dénonce quand même bien ça. Pas une victime, l'un des partis pris de Frédéric Mermoux a été de ne jamais faire du personnage de Sophie une victime. Le cinéaste précise « Je voulais être romanesque et réaliste à la fois, j'aime qu'un personnage ait les ressources de se battre et de réaliser ses rêves et de se transformer. De par son parcours et ses racines, Sophie est moins consciente de certains enjeux sociaux que Diane ou Adrien qui comprennent mieux qu'elle l'échiquier social et maîtrisent les codes qui le régissent. Sophie est elle-même son premier obstacle, elle va chercher à bousculer ce qui lui semble prédestiné. La personne qui la malmène le plus, c'est peut-être sa professeure de physique, c'est pas peut-être, c'est sûr. Mais l'interprétation très fine qu'en donne Maud Wheeler suggère une relation plus complexe. La prof semble trouver en cet élève un écho à sa propre histoire. Elle essaie de l'attirer vers le haut et de lui faire passer une épreuve qu'elle-même n'a peut-être pas réussi à franchir. Oui, effectivement, c'est pas faux. Où se déroule le film? Le lycée Descartes a été inventé pour le film. Frédéric Mermoux raconte: le lycée lyonnais très réputé qui a un très bon taux d'intégration aux grandes écoles, c'est le lycée du Parc. Il était en rénovation et c'était compliqué d'aller y faire des repérages et d'y tourner. L'idée de départ était vraiment de mettre en scène une fille allant dans un lycée d'excellence en province pour que la question de monter à Paris ne parasite jamais son parcours. On a finalement tourné dans 2 lycées lyonnais, La Martinière et Saint-Just. Pour les Lyonnais, voilà. Un réalisateur au casting. L'interrogateur de l'X est joué par un certain Mathieu Rosé, qui n'est autre que le réalisateur de l'envoûtant Azzurro. Tu connais pas? Ah bah zut. Les lycées d'excellence. A priori. Non, c'est pas les lycées d'excellence où il était en... Oui, donc c'est des lycées de quartier lyonnais, quoi. Je savais que c'était un bon acteur, mais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup le comédien incarne son personnage de manière forte et dépasse l'archétype? C'est très mystérieux
Et Mathieu, c'est vrai, apporte quelque chose à la scène, sa façon d'être discrètement séduit par ce que raconte Sophie, mais aussi de le recadrer en disant que la réalité est un peu plus complexe. C'était le dernier jour de tournage et on a eu beaucoup de chance, raconte Frédéric Mermoux. Se documenter. En amont du tournage, Frédéric Mermoux a rencontré de nombreux élèves et professeurs. Il a aussi visité plusieurs prépas et assisté aux oraux de Polytechnique. Enfin, il a pris contact avec des étudiants qui vivaient le même moment charnière que Sophie. Le metteur en scène se rappelle. Suzanne Joannet, qui incarne Sophie, a passé du temps avec une jeune fille qui passait les concours de l'X. Et pendant le tournage, mon fils cadet a été reçu dans une prépa scientifique. Il a été un peu mon insider. J'ai aussi collaboré avec un jeune doctorant, Jérémy Klinger, qui passe sa thèse en physique à Normal Sup cet été, et qui a été mon conseiller scientifique. Il a visé tous les exercices, vérifié les équations écrites au tableau, et surtout aidé les acteurs à s'approprier ce langage qui était totalement inconnu pour eux. Il a été mon garant sur la crédibilité scientifique du projet. J'ai aussi beaucoup lu Monsieur Campus, une rubrique du Monde qui relate de façon très documentée l'actualité des différentes filières. Alors par contre, moi, il y a une scène du film où il démontre mathématiquement que pour ne pas être trop mouillé sous la pluie, il vaut mieux marcher que courir. Au tableau, tout. J'ai regardé la scène 2-3 fois, j'ai pas compris. Côté technique, Frédéric Mermoux et le directeur de la photographie Tristan Tortuillot voulaient concevoir une image dense, forte, avec des couleurs profondes, sans qu'elle paraisse trop fictionnelle. Comme je voulais faire de Suzanne un petit cheval sauvage, nous avons opté pour un format plus ouvert, presque western en quelque sorte. On travaillait en scope tout en restant près des personnages, donc souvent en plan poitrine ou en gros plan. Qui, pour le rôle principal, la voix royale, repose beaucoup sur le jeu de son interprète principale, Suzanne Joannet, premier rôle féminin, des choses humaines d'Yvan Attal. Frédéric Mermoux développe quant au choix de l'actrice. Je voulais trouver une Rosetta, même si je n'allais pas la filmer à la façon des frères Dardenne. Je cherchais une sorte de petit taureau têtu avec une énergie folle. Avec la directrice de casting Okinawa Guerrard, nous avons auditionné beaucoup de jeunes actrices et Suzanne s'est imposée. Et c'est vrai que par contre l'actrice est géniale dans le film. Je sais que c'est un peu cliché, mais dès les premiers essais, j'avais eu l'intuition qu'elle incarnait exactement le personnage que je recherchais. Suzanne est solaire, d'un naturel joyeux et spontané, mais elle a aussi une dimension plus profonde, plus intense, presque borderline. Elle est hors norme, avec une nervosité de jeu, une vérité que j'ai rarement rencontrée. Je ne l'avais pas encore vue jouer dans les choses humaines. Elle était alors pour moi une artiste sans passé, et j'aimais ça. Voilà. Et alors c'est marrant parce que sous la bande-annonce du film, je vais vous en retrouver une, parce que c'est purement... Il y avait des vidéos promotionnelles de Polytechnique. Il y en a une, elle était géniale là. Elle était courte. C'était laquelle ? C'est ça ? Non, je sais pas, je retrouve pas. À Polytechnique. Ouais, non, c'était pas ça. Si je la retrouve, je la mettrai sur les réseaux. Ils étaient tous ravis d'être là et tout. Je galère à faire les pattes de mon ectoplasma. Ectoplasma. C'est-à-dire, t'essayes de couper les griffes du chat. Mais ouais, il y avait une vidéo où ils étaient tous ravis d'être là, que c'était la meilleure école, ils passaient les meilleurs moments et tout. Bon. Enfin bon, allez, film suivant. Ninja Turtles, qui se fait un peu défoncer par la critique quand même, et qui reproche qu'il n'y ait pas trop de scénario. J'ai pas eu le temps de le voir encore, mais... Au crochet. Ah, tu fais du crochet, ok. Parce que j'étais en train de me dire, attends, elle est en train de faire les pattes de quelque chose au crochet. Quel palmarès. Ah bah oui, par contre, c'est vrai que là, tout le monde, tous les grands, ils sont passés. Ça, c'est sûr.
Je sais pas si c'est une fierté à afficher quand même à ce point-là, mais bon. Allez, on attaque Ninja Turtles Teenagers. Les garçons, où étiez-vous passés? On était juste allé faire quelques courses. C'est tout? On est vraiment désolé, maître. Ils voulaient aller manger une pizza. J'ai essayé de les raisonner. Léo, on est fait comme des rats. Hey, n'utilise pas cette expression. On est en 2023. Pardon, papa. Hé, les frangins. Si on n'était pas des monstres rejetés par la société et qu'on pouvait faire tout ce qu'on veut, vous feriez quoi? Aller au lycée. Ou sortir avec une fille. Vous imaginez le truc? Dans tes rêves. C'est du délire! Des tortues ados mutantes championnes de karaté! Je veux absolument tout savoir sur vous! Eh bah, notre père est pas du tout enragé. Hein. Tu viens de me convaincre que c'en est un. La police est débordée par la récente série de crimes perpétrés par Superfly. Personne n'a jamais vu son visage. Pourquoi? Parce qu'il liquide tous ceux qui croisent son regard. Cool. Non, c'est pas cool. Si, un peu quand même. On a qu'à arrêter Superfly. Après, tout le monde nous trouvera sympa et nous acceptera. Superfly va faire son deal ce soir, sous le pont de Brooklyn. Qu'est-ce que c'est? Dans le délire, vous êtes des petites tortues, c'est ça? J'y crois pas, y a d'autres mutants? Bon alors, vous roulez avec nous? Les humains ne nous aimeront jamais. Donc on va s'arranger pour que les mutants dominent la Terre. Les humains, ça dégage. Ah ouais, le scénario qui tue. On pourra pas l'arrêter. Mais on doit essayer. Ça, c'est une entrée qui fait mouche, bande de tocards. Mes fils, Michelangelo, ça a le cœur. Donatello, la sagesse. Raphaël, le courage. Et toi, Leonardo, le sens de l'honneur. Trop de blabla. Toutes les nuits, je rêve de me bastonner. T'as un souci avec la violence, faut que tu consultes. C'est pas un souci. Oui, c'est vrai qu'il faudra qu'on en parle de ça, de s'organiser ça. La fameuse soirée Chevalier du Zodiaque. Alors attendez, par contre, vous me parlez de Freeze, c'est quoi ça? Les accos. Par contre, Zeros, j'ai vu là sur ton Discord ce que tu fais en crochet, bravo. J'aurais pas la patience de faire ça, moi. Freeze. Alors Freeze, moi j'ai un film de 2013. Je suppose que c'est pas ça. Bah, c'est le style graphique. Ah oui, puis c'est un film de 8 minutes, donc oui, c'est certainement pas ça. C'est le style graphique qui prédomine un petit peu en ce moment. Ils se sont inspirés Ah, ça frise sur mon stream? Ah merde. Ah, c'est curieux, pourtant j'ai pas de paquet perdu. C'est inspiré de Spider-Man. Mais ça frise là? Non, ça frise plus là, c'est bon? Curieux. Parce que j'ai pas... D'habitude quand j'ai des frises, j'ai toujours des petits paquets perdus, là j'en ai pas. Curieux. Est-ce que ça frise toujours? Tu devais regarder un truc au début et durant ce temps, l'image... Ah oui, c'est ça, ok, oui, ok. C'est quand je regardais Discord, ça a l'air... Ah ouais, c'est marrant ça que l'image est frisée pendant que je regardais Discord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Après, c'est vrai que ouais, on accroche pas. J'ai l'impression que c'est un peu plus enfantin au niveau du style graphique que l'était Spider-Man, là, le dernier. Eh bien, bon appétit, Dextram. À plus tard. La naissance des tortues. Les Tortues Ninja ont presque été créées par accident en novembre 1983, alors que les deux auteurs de BD et amis Kevin Eastman et Peter Laird glandaient dans leur atelier, ou plutôt le salon de l'appartement dont ils étaient colocataires. À l'époque, ils cherchaient seulement à se faire rire mutuellement. C'est notre passion qui nous a amené à imaginer les personnages des tortues, mais c'est aussi cette soirée de blagues potaches
Je suis un grand fan de Bruce Lee et je me suis dit, si Bruce Lee était un animal, quel animal le plus ridicule serait-il? Je me suis mis alors à dessiner une tortue qui se tenait debout, avec un masque et des nunchakus autour des bras. Oh, c'est pas gentil, ça. Ils ont décidé d'affubler des personnalités distinctes aux tortues en s'inspirant de leurs amis d'enfance. Quant à leur nom, Eastman, passionné d'histoire de l'art, a opté pour des peintres de la Renaissance. Ils ont rencontré le succès dès la parution du premier numéro en 1984 qu'ils ont eux-mêmes financé. Depuis, une série animée, plusieurs longs métrages, des jeux vidéo et des produits dérivés ont vu le jour. Et ils ont chacun leur maison et un atelier en plus pour bosser. Par l'équipe de Supergrave et Sausage Party, fans de la première heure, Seth Rogen et Evan Goldberg n'en revenaient pas de se voir proposer Ninja Turtles Teenage Years par Brian Robbins, PDG de Paramount et Nickelodeon. Pour être honnête, personne ne nous a jamais proposé de partir d'une licence aussi forte pour imaginer un film, reconnaît Goldberg. Ces deux amis de longue date ont écrit et produit de nombreuses comédies telles que Supergrave, Délire Express, C'est la fin et Sausage Party. Et le réalisateur des Mitchell contre les machines, Phil Lord et Chris Miller, les réalisateurs de la grande aventure Lego, et les producteurs des Mitchell contre les machines sont de très bons amis de Seth Rogen et Evan Goldberg. Ce sont eux qui leur ont conseillé Jeff Rowe, qui a réalisé les Mitchell, pour mettre en scène cet opus consacré aux Tortues Ninja. Fan absolu, Rowe était ravi de la proposition, mais pensait qu'il avait raté sa chance. Après 2 rendez-vous qui s'étaient, selon lui, très très mal passés. Pourtant, il a obtenu un 3e rendez-vous avec Point Grey Pictures. Je peux dire que cette réunion s'est bien passée, mais il a fallu que j'en fasse des caisses en affirmant « Je vous en prie, j'adore ces personnages, je ferai un super boulot, prenez-moi. » S'il vous plaît. En même temps, c'est vrai que quand t'es fan, t'as grandi, t'imagines, t'as grandi avec les Tortues Ninja, et on te propose de faire les Tortues Ninja, c'est quand même un truc de dingo. Chris Dado, ce qui a d'emblée séduit Seth Rogen dans ce projet était de se pencher sur l'adolescence des Tortues Ninja. Il y voyait l'opportunité de faire un film avec un véritable esprit adolescent en transgressant toutes les règles, en renversant les codes et en imaginant une toute nouvelle approche. De plus, la société Point Grey Pictures, qu'il a fondée avec Evan Goldberg, produit très régulièrement des films pour ados comme Contrôle parental et Good Boys. Rogen déclare « J'ai joué mon premier rôle en tant qu'adolescent dans la série Freaks et Geeks. Ensuite, on a écrit Supergrave. Je crois qu'une bonne partie de ma carrière est intimement liée au teenage movie. Je me suis toujours dit que ce serait intéressant d'aborder les Tortues Ninja à travers ce prisme. » Quitte à raconter une histoire sur des adolescents, Jeff Rowe voulait donner l'impression que le film était réalisé par des ados. C'est pour ça le style graphique. Il ne voulait pas d'une production lisse et aseptisée, mais chaotique, drôle et imprévisible. Evan Goldberg et Seth Rogen ont été séduits par cette proposition, comme ce dernier le révèle. De manière générale, en animation, on vous présente le projet, on vous montre quelques images qui sont belles et éloquentes, et puis quand on voit le film, on se rend compte que le résultat a été aseptisé, que les touches de couleur initiales ont donné lieu à des images numériques ultra réalistes. Je m'y suis habitué. Pour ce film, on a commencé par nous présenter des concepts d'images parmi les plus géniaux que j'avais jamais vus. Tout avait été dessiné à la main et les lignes n'étaient pas parfaitement droites, mais cette fois le concept de départ s'est retrouvé dans l'univers du film. Jeff Rowe a retrouvé le chef décorateur des Mitchell contre les machines, Yassar Kassé. Ensemble, ils ont constitué le style visuel en s'inspirant des jouets Tortues Ninja. Quand Jeff m'a rencontré pour savoir si je correspondais à ces critères, on a évoqué les premiers objets dérivés des tortues qu'on adorait. On a tous les deux parlé des dessins, des boîtes, des premières figurines. Je crois que ces illustrations, aussi excentriques soient-elles, en disent long sur cet univers. Ce ne sont que des dessins sur des boîtes de jouets, mais ils sont incroyables. S'adapter à ce style a été un défi pour l'équipe des animateurs qui ont dû désapprendre tout ce qu'ils avaient appris pendant leurs études. Il était difficile de restituer un style chaotique avec de la 3D car les ordinateurs sont conçus pour l'ordre et la logique. Bah oui, ça... En général, dans un film d'animation, c'est la symétrie qui domine. Ici, aucun personnage n'est symétrique, on recherchait l'imperfection. Ajoute Kassai. Jeff Rowe avait des références visuelles étonnantes pour un film d'animation. Spike Jonze, pour l'aspect authentique et quasi documentaire.
Paul Thomas Anderson pour le dynamisme des mouvements d'appareil et Alfonso Cuarón en particulier pour son film Et ta mère aussi, et sa manière de rendre ses personnages attachants. Son utilisation des plans séquences vous donne envie de passer du temps en compagnie de ces personnages, non pas parce qu'il se passe des événements extraordinaires. Le film ne recherche aucun sensationnalisme, mais tout simplement parce qu'il fait en sorte de nous attacher au pas des personnages. Du coup, on a vraiment l'impression de les connaître. Une légende des arts martiaux au doublage. Splinter est doublé par Jackie Chan, dont Seth Rogen et Evan Goldberg sont d'immenses fans, comme en témoigne ce dernier. Seth et moi sommes littéralement obnubilés par Jackie Chan. On regarde des films de Jackie Chan depuis la sortie de Jackie Chan dans le Bronx, qui nous l'a fait connaître. On trouve qu'il a un sens du rythme incomparable en matière de comédie, tout comme Buster Keaton et Charlie Chaplin. En leur temps, il a su rendre ces scènes visuellement irrésistibles et captivantes. Quand on sait qu'il s'agit d'une comédie d'arts martiaux animée, on ne pouvait pas rêver mieux que lui pour le rôle. C'est vrai. D'ailleurs, il a tourné un film il n'y a pas longtemps pour Apple TV, le Jackie Chan. Bah, pas loin de 4 ans. Quel âge il a ? J'avais regardé, je sais plus. Ben, il est encore bien. Hein. Après Pumba dans Le Roi Lion, Seth Rogen double à nouveau un phacochère avec le personnage de Bebop qui forme avec le rhinocéros Rocksteady un duo de mutants violents et pas franchement malins. Quel âge il a déjà ? Je sais plus. 69 ans. Bah, à 69 ans, il se démerde. Hein. Alors, Seth Rogen évoque et révèle sa pizza préférée. Et c'est quoi sa pizza préférée ? Il peut pas juste avoir la pizza préférée du réalisateur ? Non. Non, bon, bah tant pis. Allez, on passe au film suivant. On revient en France avec une comédie. Un coup de maître sorti par Zinc Film, le dernier film de Rémi Besançon avec Vincent Macaigne et Bully Lanners, dont on regarde la bande-annonce. Il faudrait quelque chose d'assez imposant, vu que c'est pour ce mur, là. On pourrait faire appel à un grand artiste, un grand peintre et un grand ami. Vous avez pas quelqu'un d'autre, de moins problématique, de plus civilisé, n'importe qui, à vrai dire. Non, mais Renzo sera parfait. Oh, c'est bien, t'as dû bosser comme un titan, là. Tu sais comment ils traitent les animaux dans leurs usines de merde, là? Avec les poussins broyés vivants et tout? Je te préviens, je vais pas te lâcher, hein. C'est pas si mal. Il faut qu'on parle. Je t'ai dit que c'était pas une bonne idée. Je ne paierai pas mon addition. Société de Philistins de merde! Tu me fais chier, mais vraiment chier. Tu te rends même pas compte à quel point t'es chiant. Comment te dire Renzo, c'est terminé. Il fait plus rien de notable depuis des années. Renzo Nervi. Oui. Je suis maître Buffet, huissière de justice. Aide-moi à mettre fin à toute cette comédie. T'es en plein délire, là. Je vais débrouiller autrement, alors. Pitié, pitié. Tu veux prendre ma place? Vas-y, fais-le, toi, gros malin! Stop. On fait de l'art quand on ne sait rien faire d'autre. C'est comme une malédiction. Quand on a commencé dans ce milieu, tout était simple. T'es qui pour critiquer un artiste comme Renzo Nervi? T'es qui? On se marrait. Ne bougez pas, nous ne faisons que passer, voilà. Renzo! À la libération de l'art! J'aimerais qu'on retrouve cette liberté qu'on avait. À droite, un peu plus haut. Parfait, parfait, ne touchez plus. Un tableau mal accroché, c'est une croûte. Voilà, alors c'est le remake d'un film d'Amérique du Sud qui était sorti il y a 2-3 ans. 2-3 ans ? Ouais. Ouais, facile, 3 ans. Et le duo d'acteurs qui tient le film pour la version française est plutôt pas mal. Plaisir d'incarner en parlant des acteurs, j'avais une petite interview faite par Allociné qu'on regarde tout de suite. Moi, ça me faisait vraiment plaisir d'incarner, en plus de ce que le film raconte, d'un point de vue très personnel, d'être un peintre. Une fois dans ma vie au cinéma fait. Allociné première. Clap. Regardez, c'est Renzo Nervi. Cette pièce est l'œuvre d'un grand peintre.
connu pour sa vie faite de haut et surtout beaucoup de bas. Venez avec moi, je vais vous présenter le meilleur ami que j'ai jamais eu. D'un point de vue très personnel et égoïstement, moi, il y a cette histoire d'amitié, etc. Mais le fait aussi que mon personnage allait peindre. Et comme je peins, j'allais exposer 2 mois après le tournage. Donc, moi, ça me faisait vraiment plaisir d'incarner, en plus de ce que le film raconte, d'un point de vue très personnel, d'être un peintre. Moi, j'aimais beaucoup l'idée de faire Arthur, le galériste qui pourrait être un producteur, un éditeur, qui est souvent dans l'ombre et qui consacre souvent sa vie à aider un ou plusieurs artistes d'une manière bienveillante, quoi. Là, dans le film, alors il peut y avoir des gens très bien, des gens pas bien, mais il y a beaucoup de gens très bien. Et je trouve que c'était aussi une certaine manière de rendre hommage à ces gens-là, quoi. On aurait pu interchanger quand même les rôles, même si toi, Wooly est moins d'accord, mais de toute façon, les couples, c'est l'histoire d'un couple, quoi, un couple amical. Souvent, il y a quelque chose qui se ressemble et qui est très différent. Donc en fait, réellement, il y a forcément des points de convergence. De convergence, sinon on ne serait pas amis. Quelque part, je veux dire, on est proche des deux. Moi, il y a des gens où j'ai l'impression d'être plutôt Arthur, et puis avec d'autres gens plutôt Renzo. Je pense que quand on met en scène, quand on réalise des choses avec plein de gens, bah, on est un peu ces deux personnages, quoi. Quand je réalise, effectivement, je dirige l'équipe, etc. Mais si je n'avais pas le producteur, oui, bien sûr, l'équivalent d'Arthur, je ne m'en sortirais pas. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que quand tu mets en scène, moi quand je mets en scène, j'ai un producteur qui ressemble à Arthur. Je suis moi-même finalement une forme de Renzo pour Arthur, et je suis un peu Arthur pour d'autres gens. Oui, d'accord. Je sais pas comment expliquer. Oui, je vois, finalement, je suis d'accord. Par ricochet, quoi. En effet, finalement, voilà. On est d'accord. C'est cool. C'est cool. Parce que là, c'était. Parler d'un film d'amitié, on allait commencer à parler. Non, c'est cool, je suis content. Sors de ma chambre! C'est pas ta chambre! C'est mon salon! C'est mon appartement! C'est chez moi! Alors dégage de ton salon! Clairement, Vincent. Je pense que je suis fondamentalement un mec du XXe siècle et que je suis attaché à des valeurs très matérielles. Pour ce qui est de l'art, en tout cas, j'ai besoin de posséder les choses, mais pas du tout de manière virtuelle. Mais en fait, le NFT, ils ont rendu la capacité de posséder une chose dans le virtuel. C'est ça le NFT. Absolument, je trouve ça vraiment écologique. C'est pas écologique, puis même moralement, ça ne repose que sur le postulat de la possession. C'est très bizarre, donc c'est vraiment un truc qui me dérange, moi. Tu vois, j'étais appelé en tant que metteur en scène par Microsoft. Leur idée était assez belle, ils voulaient faire un truc genre... une sorte d'extrait d'un truc de Shakespeare avec des fantômes, etc. Ça m'intéressait pas de le faire, mais j'étais curieux d'essayer le truc. Et en fait, j'étais quand même assez... Parce que s'ils le font, ça va vraiment nous changer la vie. Et c'est vrai que je suis moi-même, par contre, comme Wooly, je suis complètement largué. Je suis pas sûr de complètement comprendre ce qui se passe, quoi. On n'a pas été formaté pour évoluer aussi vite. L'évolution, elle se faisait vachement plus lentement. Et je pense qu'à un moment donné, l'évolution va tellement vite que je pense qu'à un moment donné, le corps, il dit stop. Je pense que tu ne peux pas, toi, t'upgrader tout le temps. À un moment donné, il y a trop d'évolution. Je pense qu'on va avoir un âge où tout à coup, tu dis non, j'arrête. Je crois que j'ai atteint cet âge-là. Voilà pour cette petite interview, discours croisé entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film ? L'amitié, s'il avait déjà traité de l'amitié dans Ma vie en l'air et nos futurs, Rémi Besançon a décidé cette fois, avec un coup de maître, de pousser le sujet à l'extrême. Je trouve amusant d'aborder cette histoire d'amitié quasiment comme une comédie romantique. Ce qui relie ces deux êtres relève de l'amour. Ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, même s'ils ont du mal à se supporter, comme on peut le voir lors de la séquence inaugurale du film. C'est l'histoire d'un homme qui, en sauvant son meilleur ami, va se sauver lui-même. Un coup de maître s'inspire du film argentin du même titre de Gaston Duprat, sorti en France en 2019. Putain, 4 ans déjà. Ouh, ça passe vite. Pour Rémi Besançon, reproduire à l'identique l'original n'avait aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, Vanessa Portal, ma co-scénariste et moi, c'est de réinterpréter une histoire avec notre style et notre humour, comme une variation sur un même thème. Ils ont ainsi conservé les éléments principaux du récit,
sur l'histoire d'amitié et la satire du milieu de l'art contemporain en le transposant en France et en adaptant les codes culturels et les références artistiques. Nous avons également rajeuni les personnages, restructuré le récit et repensé les enjeux. Mais c'est en fin de compte surtout le point de départ du film de Gaston Duprat qui était irrésistible. Il me permettait de mêler mes deux grandes passions, la peinture et le cinéma. Rémi Besançon est un ancien étudiant de l'école du Louvre. Cette formation lui a aiguisé le regard, m'a appris à mieux appréhender les cadres et les perspectives. Il continue à s'intéresser à l'art en fréquentant des musées, des expositions. Quant à l'art contemporain en particulier, il apprécie la transgression qui s'y trouve. L'interrogation des concepts de création est devenue exponentielle. Lorsque l'on contemple par exemple un tableau de Peter Doig, grand génie du figuratif aujourd'hui, ce n'est pas juste un paysage que l'on découvre, c'est une dimension parallèle qui s'ouvre, c'est celle d'un réalisme magique qui échappe à toute lecture univoque grâce à une multitude de références, souvent cinématographiques d'ailleurs. C'est tellement inspirant. Le réalisateur tenait à ne pas se moquer du monde de l'art, il est beaucoup trop facile d'être dédaigneux face à l'art conceptuel. J'aime aller à la Biennale d'art contemporain de Venise, même si je passe quelquefois à côté de certaines œuvres. Il y a toujours des choses tellement passionnantes. Personnellement, je me fie à mon instinct et à mon émotion. Quand je regarde comme ça, on me voit. Merci pour le lurk, monsieur Canusarium. On me voit, on me voit. Le réalisateur s'est glissé dans la peau du peintre Pierre Bonnard suite à une suggestion. Et bah bon appétit du coup. Une suggestion de la productrice Isabelle Grelat qui trouvait une légère ressemblance entre les deux hommes. Il s'avère que ce peintre français du XXe siècle avait l'habitude de retoucher ses tableaux même après les avoir achevés ou vendus. Une pratique qui a même donné naissance au mot bonnarder ou bonnardiser et qui soulève la question de l'achèvement d'une œuvre. La question de savoir à quel moment une œuvre s'est achevée m'intéresse beaucoup. Un scénario, par exemple, ne le sera jamais. Ah bah si, quand le film est fini, quand même. Au fil de la fabrication d'un film, il sera constamment amené à être modifié. En revanche, au montage, on sait qu'on va devoir mener le film jusqu'à son terme. Et il arrive un moment redouté par tout le réalisateur où on prend conscience qu'on ne pourra plus faire de retouches. Oui, après on fait des director's cut et tout. Les chefs décorateurs Clarisse Dovschmidt et Milos Martignac ont fait appel à 3 anciens amis de l'école des beaux-arts de Varsovie pour créer les tableaux de Renzo. C'est dommage qu'ils aient pas pris du coup les tableaux de Bully Nanners, vu qu'il dit que dans l'interview que 2 mois après il faisait un vernissage. Au départ, je souhaitais un univers proche de Lucian Freud ou Francis Bacon. Hélas, nous n'avions ni les moyens financiers, la peinture à l'huile coûte très cher, ni le temps pour aller assez loin dans cette technique particulière. Alors j'ai eu l'idée de leur demander d'utiliser que le mode colorimétrique RVB. Il s'agit d'un procédé utilisé par défaut pour l'affichage des couleurs sur un écran. Le film est d'ailleurs presque uniquement composé de ces 3 couleurs, le vert, le rouge, le bleu. Le jaune est banni du long métrage et n'apparaît qu'à un endroit, le poison acheté par Renzo. Un coup de maître est dédicacé à l'ingénieur du son Mark Engels, collaborateur de longue date de Rémi Besançon, décédé en 2020. Le réalisateur lui rend hommage. Marc était mon grand ami, je lui disais qu'il était mon oreille gauche qui ne fonctionne pas depuis ma naissance. Nous avons tourné 3 films ensemble et nous avions commencé la préparation de celui-ci. Son décès au tout début du Covid m'a beaucoup affecté. Après Louise Bourgoin et Pio Marmaille dans Un heureux événement, Zabou Bretman et Jacques Gamblin dans Le premier jour du reste de ta vie, très beau film aussi, Fabrice Lucchini et Camille Cotin dans Le mystère Henri Pic, qui était pas mal non plus. Rémi Besançon a à nouveau cherché à réunir des acteurs qui ne travaillent pas de la même manière. Ainsi, il explique que Vincent Macaigne aime tout comprendre d'un personnage tandis que Bully Nanners est plus instinctif. De plus, ce dernier a fait l'école des beaux-arts de Liège et peint depuis des années, ce qui ajoutait une vraie authenticité dans ses gestes de peintre. Voilà pour ce film que j'ai hâte de découvrir quand même. Parce que le premier, enfin l'original on va dire, qui venait d'Amérique du Sud était quand même plutôt sympa. Et là, le fait du choix de ces 2 acteurs m'intrigue fortement.
Allez, film suivant, on part en Islande. On change de région. Et on part en avion pour une bonne zone de turbulence. Say hello, fearless flyers. Good life. This is the most important exercise. It's not the destination, but the flight that matters. Have booked us on a flight to Iceland. Exotic, right? That lump of volcanic rock in the North Atlantic. David, come back. You're a fearless flyer. Once we reach the destination, we'll wait there for a couple of hours, and then we'll pop back in. I'm not afraid of flying. What on earth are you doing here, then? It's Alphonse. He was so afraid he refused to sign up unless I came with him. Dear guests, it is now time for the safety demonstration. All it takes is one little bird to get sucked into the engine of an aircraft. I just survived the most terrifying flight of my life. Our flight has been delayed 9 hours. Apparently, there was a partial breakdown in one of the engines. They've arranged a wellness hotel for us to gather ourselves and prepare for this evening. To take that flight tonight would be nothing less than suicide. No matter what the others decide, okay, we're taking that flight tonight. If you want to fly, spread your wings. I have never felt so alive. I want to go home! In the middle of fucking nowhere. It's a little bit foggy in London, so... Oh, yes, there's definitely something foggy going on here. Voilà, son premier film était déjà, Under the Tree, était déjà assez barré. On sent qu'elle réédite là avec ce film. Naissance du projet. Aften Gunnar Sigurðsson. Je le dirai qu'une fois. A eu l'idée du film en 2008, lorsqu'il vivait à New York. Son frère lui avait promis de lui rendre visite depuis l'Islande, mais il souffrait d'une telle peur de l'avion qu'il s'est inscrit à un stage pour surmonter cette phobie. La seule autre option aurait été de traverser l'Atlantique en bateau. Sa description du stage laissait transparaître quelque chose de très humain et de très universel dans l'effort et le courage nécessaires au désir de surmonter sa peur. Je n'en avais jamais entendu parler avant et j'ai trouvé le concept fascinant et propice à une comédie. Au début, le réalisateur ne savait pas ce que l'aérophobie signifiait. Le réalisateur a fait plusieurs essais d'écriture et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un moyen formidable de parler de questions existentielles par le biais de la comédie. Il précise de parler de la peur de la mort, de la vie et de toutes ces idées folles qui tournent dans notre tête, mais surtout le concept du stage est un outil génial pour mettre à nu chaque personnage. Il est si humain de se sentir petit, et quand c'est comme ça, il faut lâcher prise. Au début du tournage, le réalisateur et ses comédiens n'ont pas pu se préparer avec tout le groupe car Tim Spall a eu le Covid et n'a pas pu les rejoindre avant le 5e jour. Il a dû rester isolé à Londres. Et la Rumpf a attrapé elle aussi le Covid à quelques jours du début et n'est arrivée qu'à la dernière minute sur le plateau. Malgré tout, elle a livré une performance incroyable. En repensant à ses premiers jours de tournage, il ressemblait à un test éprouvant pour les nerfs. Le film part de l'idée de se défaire de la peur dans des circonstances où l'on ne peut pas contrôler ce qui se passe, et je me suis retrouvé dans une situation où je ne maîtrisais pratiquement rien. La dynamique de groupe s'est créée dans l'hôtel au nord de l'Islande, où nous avons vécu et travaillé dans une bulle pendant les 2 premières semaines de tournage, ce qui a permis à tout le monde de sauter dans le grand bain. Pas pour moi, nous dit Michel, qui a déjà peur de l'avion. Ah, c'est sûr que, bon... Mais je suis pas sûr qu'il y ait tant d'avions que ça dans le film. Le réalisateur s'est inspiré de films qui se passent dans le monde des hôtels, ouais, tu vois, c'est plus ça, du loisir, comme Lost in Translation et The Lobster. Il confie, regarder des films permet parfois de créer un point de départ, un point de référence dans le dialogue créatif avec le directeur de la photographie, qui dans ce cas est Nils Tastum.
Mais il s'agit surtout de bâtir le scénario et de créer un langage visuel unique au film qui va servir l'histoire. Nous avions tous les deux la conviction qu'il fallait que la caméra bouge presque tout le temps et que cela permettrait de créer une tension et un rythme rapide, mais il fallait mélanger la fluidité avec des plans statiques et larges, comme des sortes de tableaux qui viendraient contrer le mouvement et créer des contrepoints dynamiques. Côté bande originale, le réalisateur et le compositeur Daniel Bjarnason ont cherché à capturer par le biais de la BO l'esthétique minimaliste du scénario. Le cinéaste précise « L'histoire est composée de peu de personnages, peu de lieux et se passe dans un temps court. Nous voulions conserver cette esthétique dans la musique et qu'elle soit composée de peu d'éléments. Daniel voulait utiliser des percussions. Film suivant, un film qui a cartonné en Espagne, qui est le premier film du réalisateur Aritz Moreno. Et oui, forcément, j'attendais que tu réagisses quand même. Voilà. Qui a cartonné en Espagne et qui arrive enfin en France. Un film complètement déjanté qui peut faire penser au Nouveau Sauvage qui était d'Amérique du Sud ou des films comme ça. Alors, je vais être assez d'accord, faut réussir à rentrer dans l'univers complètement barré du truc, mais si vous arrivez à rentrer dedans, c'est juste délicieux, une délicieuse satire sur la société actuelle qu'on retrouve un peu partout. Qui est vraiment, voilà, vraiment cool à voir. On regarde la bande-annonce. Pon la mente en blanco y escucha con atención. ¿Me vas a escuchar con atención? Sí. Bien.
Me llamo Ángel San Agustín, soy psiquiatra. Pues nada, todo empezó cuando... Me han echado. ¿De dónde? Del Ejército del Aire. ¡Mentira! ¿Usted ha estado alguna vez secuestrada? ¿Y esto? No lo llevas puesto. No quiero que me disequen. ¿Por qué tanto esfuerzo de libros y películas en parecer reales y todo el mundo sabe que no lo son? Yo que soy muy fetichista. No tienes ni puta idea de lo que se cuece en el mundo. De mí no te vas a reír, ¿eh? ¡De mí no te vas a reír! El amor desbarata tus grandes ideas, te destroza, te rompe, te parte, te quiebra y te hace ser ese que tú no quisieras y te empuja a ser malo y te deja hecho mierda y te arroja de bruces al último infierno, arrancándote el alma, pisándote el cuerpo y te ahogas de ansia de volver a la nada y de pronto te para y te ve y te apiada. Todo esto podía ser un cuento, pero es que si nos ponemos así no hacemos nada en la vida. Un réalisateur de malade, oui, là pour le coup, faut être assez fou pour s'attaquer à des projets comme ça. Et on commence par une première ellipse qui est dans le train. Il y a une deuxième ligne de scénario où on se dit, bon, en fait, ça doit être plusieurs courts-métrages l'un à la suite de l'autre, parce que les deux premiers n'ont pas de rapport. On en commence une troisième, et là, on commence à voir les lignes qui se croisent, et on se dit, ah ouais. Et franchement, moi, j'ai passé un super moment devant ce film. Après, c'est très particulier, je l'accorde. Naissance du projet. Les avantages de voyager en train est adapté du roman d'Antonio Orejudó, publié pour la première fois en 2005. C'est après avoir réalisé son dernier court-métrage, Choléra, en 2013, que Aritz Moreno a eu l'idée de mettre en image cet ouvrage. Le cinéaste se rappelle « Je ne suis pas scénariste et j'ai toujours eu besoin d'un support externe pour ainsi dire. Le livre d'Antonio Orejudó m'a été présenté par Leire, la productrice, ainsi que ma partenaire dans Señor y Señora. Elle y a vu des éléments de l'histoire qui pouvaient potentiellement servir de matière pour un film, mais cela lui semblait trop compliqué. Je l'ai ensuite lu à mon tour et j'ai directement accroché à l'histoire. Pour ma part, le film m'est apparu clairement. En ce qui concerne le genre littéraire, je ne saurais même pas dire à quel genre appartient le roman, parce qu'il est, comme le film, une sorte de mélange d'une multitude de genres, mais en ce qui concerne Antonio Orejudó, je peux dire que c'est mon écrivain espagnol préféré, sans aucun doute. Au vu de l'histoire délirante du roman, possédant une intrigue complexe et une histoire structurée de manière désordonnée, voilà, ça c'est bien résumé, ça. Une histoire structurée de manière désordonnée. Oui, ça résume très bien. Aritz Moreno a travaillé à partir de nombreuses références très différentes les unes des autres, mais toutes en rapport avec des films expressionnistes. Il précise, pour les costumes, par exemple, le travail de Wes Anderson a été une source d'inspiration majeure. Fight Club de David Fincher a également été une référence très importante dans la conception du maquillage. Pour son premier long-métrage, Aritz Moreno a réuni un casting impressionnant comprenant de grands noms comme Luis Tosar, Belén Cuesta, Kim Gutiérrez ou encore Pil Castro. Et c'est vrai que quand même, pour un premier long-métrage, il a eu la chance d'avoir tout ce beau monde. Hein. Il note, je pense que c'est la qualité du scénario qui a permis à ces personnes talentueuses de rejoindre le premier projet de quelqu'un. À l'exception de Luis Tosar qui avait joué dans mon dernier court-métrage, le reste du casting ne me connaissait pas. Par ailleurs, ce n'était pas un scénario facile. Sur le plateau, j'ai dû leur demander les choses les plus extrêmes, ils se sont jetés à l'eau, de ce qui est très gratifiant. Ils ont tout rendu très facile pour moi, donc j'ai eu de la chance, et je pense que c'est principalement grâce au scénario. Aritz Moreno explique pourquoi il a choisi la comédie pour aborder certains sujets délicats tels que les maladies mentales. Je pense que la comédie vous donne l'opportunité de traiter de sujets graves et sérieux tout en vous laissant la liberté de choisir la forme, que ce soit une satire, une critique ou une défiguration de la réalité. La comédie permet d'aller plus loin qu'une représentation réaliste ou dramatique de n'importe quel sujet. En ce qui me concerne, j'ai vu dans ce roman un contenu et un ton qui traitent de la question des maladies mentales,
d'une manière comique. Nous sommes donc allés de pair avec le roman en restant très proche du ton employé. Gilbert Melki de La Partie. Dans le premier chapitre du film dédié à l'histoire de l'orphelinat au Kosovo, Gilbert Melki campe le chef d'une organisation criminelle. Il est excellent dans le rôle. Harit Moreno explique pourquoi il a choisi un comédien français pour jouer ce personnage. J'étais à la recherche de talents pour le casting français et la proposition de Gilbert Melki s'est présentée. J'étais déjà un grand fan et il m'a donné exactement ce dont j'avais besoin. C'est une personne très imposante physiquement qui peut paraître comme quelqu'un d'amical ou avec qui vous pouvez rire, mais la seconde d'après, il peut vous terroriser. C'est un peu ce dont j'avais besoin pour ce personnage et Gilbert l'a très bien fait, presque naturellement. C'est vrai qu'on se souvient de lui essentiellement pour La Vérité si je mens, alors que c'est quand même loin d'être les meilleurs films dans lesquels il est apparu. Et il a fait aussi pas mal de théâtre. Allez, film suivant, on part au Maroc avec Animalia qui a été présenté au festival Sundance et dont on regarde la bande-annonce. غير هذاك التينيغ هنميد راني خفاو نسنشي كان. Et toi, tu sais qu'on va être riche. Tu te rends compte ou pas? Oui. On va pouvoir construire notre maison. Ça c'est bien. تنتكو ديك رايانا فلا. كرايانا من تيني ربي. افتح مزيان. ولا إني وردت نتيني. ما نقدروش نجيو. L'armée bloque les routes vers le lac. Ne laisse pas repartir. Je sais pas ce qui se passe. Je vais appeler le voisin, je vais lui demander d'où ta mère, Rebka. وقف وقف باغا تشري لي فلوسك ولا هاد الوراق راه والو راه شري لنا في خريب كامشي بحالي. Même si les autorités internationales en appellent au calme, il semblerait que partout au Maroc, les fidèles accourent vers les lieux saints. شحال دابا سالت لي استكي تزريت لها جبنا. صندتوني هادشكار بزاف وشان ونمي تكاظ. استغل تغيسي لك المعنى كله غير. يا خصها ديري شل معنا وكما انت. Voilà pour cette bande-annonce. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte sur le film? Déjà, le premier chapitre est intriguant. Entre le Maroc et la Chine, la réalisatrice Sofia Alaoui a grandi entre le Maroc et la Chine. Cette confrontation dès son plus jeune âge à différentes cultures lui a permis d'acquérir un esprit ouvert et d'être curieuse. Ces expériences ont nourri Animalia. J'ai le sentiment que souvent nous sommes piégés par la pensée unique qui nous a formatés et qui empêche à mon sens une réflexion profonde et une remise en question des choses établies, de nos modes de vie par exemple, de nos croyances. C'est très difficile d'en sortir et d'avoir du recul sur soi, sur son environnement. C'est pour cela que je souhaitais confronter mes personnages et leur réseau de croyances à l'existence d'extraterrestres qui les bouleverseraient alors profondément. Pour Sofia Alaoui, Animalia est une odyssée humaine, une ode à la nature et un questionnement sur la place de l'homme dans ce monde complexe. Ce projet a vu le jour lorsqu'elle est revenue au Maroc, son pays natal, après avoir vécu et voyagé à l'étranger pendant très longtemps. J'ai été confronté au poids de la religion, des classes sociales et du rapport fou à l'argent qui émergeait. Un deuxième dieu dans cette société arabe capitaliste moderne. En même temps, j'étais complètement obsédé par des questions métaphysiques, la vie extraterrestre, l'univers, etc. Le refus d'une résolution claire. La réalisatrice a veillé à ne pas apporter de réponse concrète à chaque élément du film pour d'une part ne pas recréer, moi non plus, un schéma figé comme une nouvelle structure dogmatique qui serait la résolution et d'autre part qui apporterait beaucoup de naïveté à un sujet transcendantal qui interprète tout un chacun. La cinéaste voulait ainsi que le film continue de vivre dans l'esprit du spectateur et le hante jusqu'à ce qu'il trouve ses réponses. Le rôle d'Ito est tenu par Oumaima Barid. Animalia est son deuxième long métrage. La réalisatrice qui a l'habitude de travailler avec des acteurs non professionnels l'a choisie pour ce qu'elle était.
Je n'ai pas commencé par des essais, ce qui m'intéressait c'était de savoir qui elle était, ce qu'elle pensait des thématiques qui traversent le film. Umaima semble fragile d'apparence, toute frêle, mais elle a une force mentale incroyable. J'aime cette contradiction car elle allait avec mon idée de développer des personnages complexes qui ne sont pas enfermés dans une case. Voilà pour ce film. Alors là, c'est pareil, le distributeur m'a envoyé le lien pour regarder le film aujourd'hui. Donc je pourrais pas vous donner d'avis, parce que j'avais prévu un autre film pendant ma pause déjeuner. Donc voilà, quand je l'aurai vu, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Allez! Prochain film, 24 heures à New York. Très très beau film, qui pose pas mal de questions sur la transsexualité, l'immigration aussi à New York. On regarde la bande-annonce. Did you know that John is back in the city? Exes are exes for a reason. Look the same. Yeah? There's a girl asking for you. She says she's your sister. I'm still me. So who cares? I need the car to pick up my dad from my work. I'm sorry I'm late. I've had a crazy day, okay? Oh, it is Fenya. Fenya. Can you do that? I'm a transgender person. I'm a trans guy. My boss just forgets to put my legal name on my check. Like I said, ma'am, you have to get a new check. Ma'am? Do you, have a check now? Excuse me? I'm sorry for the way things ended. Can we talk? Yeah, I'll text you. Where are you going? Fuck this. I don't need to be here. Oh my God. Fuck! ¿Por qué elegiste esta vida? Oh my Por la God, puta, please ¿por qué stop! elegiste? You were such a beautiful Oh girl. my God. She treats me differently than you. Well, you're acting like her. You know what? People don't hate you because you're trans. They hate you because you're a fucking asshole. Fuck, man. I don't want him to think I'm a fuck up. Voilà, un personnage qui est pris au milieu de toutes ces contradictions, mais j'ai trouvé intéressant quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le film Pris entre deux mondes. 24 heures à New York est un film sur le fait d'être pris entre deux mondes, que ce soit au niveau de la couleur de peau, du genre, de la nationalité ou de l'orientation sexuelle. Le metteur en scène Vuk Lungulov Klotz précise. Mais c'est aussi une histoire sur l'espace qui existe entre deux personnes et comment nous prenons soin les uns des autres, tout en luttant pour faire cohabiter la personne que nous étions avec la personne que nous sommes aujourd'hui. Trop souvent nous fuyons par peur et nous imaginons les attentes que les autres ont de nous en oubliant simplement de demander. 24 heures à New York nous rappelle que nous sommes moins seuls que nous ne le pensons. En grandissant, le réalisateur n'a pas eu l'occasion de rencontrer d'autres personnes transsexuelles. Il se rappelle, quand il a fait mon coming out, j'étais effectivement la première personne trans que je rencontrais. Bien que j'aimerais que ma transidentité soit la partie la moins intéressante de moi, je ressens un profond besoin de contribuer à façonner la culture trans en y ajoutant ma voix et en racontant des histoires à travers mon regard. Je suis un réalisateur serbo-chilien. Aussi bien en Serbie qu'au Chili, je suis pas sûr que ce soit là que ce soit le plus accepté les personnes trans. J'ai grandi entre le Chili et les États-Unis et j'ai le sentiment de comprendre et d'appartenir à ces deux cultures. Après avoir fait mon coming out en tant qu'homme transgenre, j'ai senti que j'étais capable de comprendre les deux genres. J'ai le sentiment de connaître intimement l'entre-deux, mais je vois rarement des personnages, encore moins des films, qui reflètent véritablement mon expérience. Je suis pas forcément d'accord. Il y en a qui ont été faits pendant la période, et d'ailleurs, je trouve ça toujours très admirable de la part des réalisateurs de faire ça pendant des périodes compliquées, mais pendant la période Bolsonaro, il y en a qui ont été faits et qui commencent à arriver. Là, il y en a un que j'ai regardé à midi,
Le champ des possibles, où ça traite justement de ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est peut-être moins aux États-Unis qu'en Amérique du Sud. Casser les clichés. Le réalisateur a voulu aller à contre-courant des clichés concernant les représentations trans, personnages trans qui se justifient ou qui se voient réduits à cette seule caractéristique. J'en ai assez de préciser que les histoires trans ne concernent pas seulement le fait d'être trans, mais beaucoup plus que cela. J'ai conscience que les transformations physiques et mentales que la transition de genre implique peuvent sembler extrêmement lointaines pour certains. Mais la vérité qu'être pris entre deux mondes est aussi fondamentale, mais pour l'expérience humaine, que n'importe quelle autre. En explorant 3 relations intimes dans la vie de notre protagoniste, le film soulève des questions sur le genre, l'amour et l'entre-deux qui caractérisent souvent la vie de trans, et en réalité toutes nos vies dans une certaine mesure. Et l'idée de transness de notre protagoniste se trouve éclipsée par sa pure humanité. Il poursuit cette capacité à rencontrer les gens là où ils sont, à un niveau humain, touche directement au cœur et nous l'espérons touchera tout aussi profondément le cœur de notre public. Et bah, moi, au moins dans mon cas, ça a été réussi puisque ça touche vraiment. Et on arrive à l'instant Bollywood, et c'est là que vous allez voir que de temps en temps, je travaille quand même un petit peu sur mon stream, puisque ça a été demandé. Voilà le jingle. Voilà, c'est parti pour l'instant indien, et donc le premier film. Merci monsieur Galou. Allez, je l'ai travaillé. Hein. Alors est-ce que on est sur le bon? Oui. Jailer. Ah oui, tiens, ça me fait penser. Il faudra que je. Merci. Faut que je. Par contre, sur mon Stream Deck. Quand je lance le jingle, qu'à la fin, ça avance d'une affiche. Il faut que j'y pense pour la prochaine fois. Et donc, Jailer, dont on regarde la bande-annonce, je crois que c'est celui-ci, qui signe le retour d'un des grandes... comment ça s'appelle ? Immense star indienne. Ça faisait un moment qu'elle n'avait pas fait de film. Il faudrait un marquage Instant India. Ben, j'ai hésité à la fin, puis je me suis dit, le petit montage là, avec Bollywood, que j'ai trouvé marrant, mais je me suis dit que... Bah, écoute, on en reparlera si tu veux, pour que tu m'exposes ton idée. Allez, on regarde la bande-annonce. Voilà donc pour ce premier film. Et le film suivant, incroyable. Incroyable mais vrai, il y a des bandes-annonces, des sous-titres, pardon. Ça fait un moment qu'on n'en avait pas eu sur un film indien quand même. Hein. Allez, on attaque le second film indien, c'est parti. Le deuxième, hein, numéro 2 de Gadar, donc le retour parce que j'ai cherché un petit peu, le retour du moine guerrier hein, qui se bat pour la réunification de l'Inde et la puissance de l'Inde. J'aime bien qu'ils aient mis tous les logos de leurs réseaux sociaux sur l'affiche, là, comme ça. Bien à côté de la tête du personnage, on risque pas de les louper, et c'est bien moche dans l'affiche. Mais bon, hein, on peut pas être parfait. Hein, Et on arrive donc au dernier film indien, et dernier film à sortir sur cette semaine du 9 août. Oui, t'es d'accord quand même. Enfin, bon, les réseaux sociaux sont importants, on le comprend. Allez, on regarde cette dernière bande-annonce.
మా పాప కనిపించట్లేదు మేడం. హౌరా బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఇంకో అమ్మాయి మిస్సింగ్ అంటే సార్. No leads, no informer, no clue. పబ్లిక్ ఇట్లా ప్రాబ్లం వస్తే పోలీసుల దగ్గర పోతారు. అదే పోలీసులకి ఇట్లా ప్రాబ్లం వస్తే బాలాబాయ్ కాడికి వస్తారు. మమ్మల్ని టచ్ చేయాలంటే ఎవడో ఒకడు కాదు, నన్ను మించిన గ్యాంగ్స్టర్ మాన్స్టర్ డెస్ట్రాయర్ రావాలి. పోలా, నా వెనక మాఫియా ఉంది. నీ వెనక మాఫియా ఉంటే నా వెనక దురియా ఉంది. పొడి చేస్తావా ఏంటి ఇప్పుడు? లేదు అంకుల్, యాపిల్స్కే తింటున్నాను. బోలాజీ బోలోజీ ఈయనెవరనుకున్నారా? నా తమ్ముడు అన్నయ్య. రంగస్థలంలో రామ్ చరణ్ బాబులా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు రా. I love success! Bring that person to me. कौन है तू? CBI? Interpol! Undercover cop! నువ్వు ఈడకెందుకు వచ్చినావు? మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేద్దామని. Et là, carrément, à la fin de la bande-annonce, ils font un petit placement de produit. Mais oui, mais faut savoir, comme ça, vendre un petit peu les choses. Ah là là, enfin. Bon, on aura vu donc quand même la présentation de, je sais plus, 14 films, je crois. 13 films, autant pour moi. Avec quand même... Ils sont longs ces films, généralement ils font entre 2h15 et 2h45. Donc ouais, ils sont quand même assez longs. Ils sont quand même assez longs. J'espère qu'il y a certaines bandes annonces qui vous auront plu. Pitié, ne me dites pas que le film dans le train... veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, c'est le film qui vous a le plus plu sur tous les films présentés cette semaine. Ouais, généralement ils sont longs. Je dis 2h15 pour être gentil parce qu'on est plus entre 2h30 et 2h45 que... C'est un truc au cure indien pour tenir les 3 heures. Bah écoute... Non, je ne pense pas, mais bon, je pense que t'as tellement d'action, puis ça joue entre comment ça s'appelle? Voilà. Tu joues entre les scènes un peu comiques, les scènes d'action, les scènes de danse avec la musique, vidi. Je pense qu'au final, ça doit passer quand même pas si mal que ça. Hein. Ça doit passer pas si mal que ça. Alors, est-ce que Monsieur Rétic a lancé? Monsieur Rétic n'a pas lancé. Mais il y a Monsieur Wizard qui a lancé. Bah, je vais vous envoyer chez Aki, du coup. C'est tout ce qu'il y avait, c'est tout ce que j'ai vu. Pour vous envoyer chez Chaotique. C'est tout ce que j'ai vu. Pour vous envoyer chez Chaotique. Ah, les balais, par contre, oui, ils sont superbes. Allez, je vous envoie rester pour le raid.
Mais c'est sûr que ouais, ils ont l'art et la manière de mettre en scène les... Je suis en train de chercher mes mots, là. Oui, les ballets avec plein de monde comme ça et tout, ils ont cet art-là de gérer ça. Allez, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Et dans tous les cas, dimanche, pensez-y. J'en parle maintenant vu que c'est l'émission cinéma. Je vous ai préparé un quiz sur le cinéma. Voilà. Donc, pensez-y dimanche. Alors, vu que je suis au boulot, ce sera lancement de live vers 21h10. Voilà. Bonne soirée. N'oubliez pas d'être curieux, d'aller au cinéma. Et dites bonjour à Monsieur Aki de ma part. Tchuss!